Rebonjour à tous. Un petit rappel sur les APAC. Peut-être que plusieurs personnes l'ont déjà vu, mais c'est important de rappeler ce que c'est qu'une APAC. Donc APAC, c'est une abréviation qui signifie aire et territoire du patrimoine autochtone et communautaire. Ce sont les bijoux de la planète, en fait, en matière de conservation. C'est le cœur de la diversité biologique et culturelle. Surtout, on s'attache à lier le culturel et le naturel en matière de conservation. Donc, il existe des APAC vraiment partout dans le monde, de toute taille, de tout type. Elles ont des noms très différents. APAC, c'est un acronyme, c'est un nom générique. Ça n'est pas le nom d'une APAC. Chaque APAC doit trouver son nom. Les trois caractéristiques principales des APAC, c'est à la fois très simple et très puissant. La première caractéristique, le premier pilier sur lequel les APAC se fondent, c'est qu'il faut on a une communauté qui est très très liée avec un espace, une aire naturelle, un territoire, un espace dans lequel il y a des espèces aussi qui se développent. Et il y a un lien de dépendance, il y a un lien très fort entre cette communauté et cet espace, dans le sens où elle a besoin de cet espace pour sa subsistance, pour manger, pour construire des maisons, etc. Mais aussi culturel, c'est-à-dire qu'il peut avoir un lien très fort culturel aussi, cérémonies, etc. La deuxième caractéristique, c'est que c'est cette communauté qui prend les décisions sur cet espace et pas forcément avec des textes écrits, des lois, des règles, c'est de facto, de fait, que ça se fait et que ça suppose donc avoir une institution de gouvernance qui fonctionne très bien. Une institution de gouvernance fondée sur des systèmes traditionnels, des savoirs, des savoir-faire qui ont fait leurs preuves dans les centaines d'années passées. Le troisième pilier, troisième caractéristique, c'est d'avoir finalement de la biodiversité qui est conservée et une communauté qui vit à peu près bien, en tout cas peut-être même mieux que dans d'autres endroits. Donc le premier pilier, c'est un lien très fort. Le deuxième, c'est... Donc ce que je vais faire, c'est que je vais moi-même continuer la présentation au moins pour le début. Donc ils ont tous trois caractéristiques. Ce lien très fort dont parlait à l'instant Christian entre la communauté et l'aire naturelle, le territoire. C'est un lien très fort, inchangeable. Hop. La seconde caractéristique puissante d'une APAC, c'est la capacité et le pouvoir de prendre et de faire respecter des décisions, des règles de facto, c'est-à-dire de fait. Ces décisions et ces règles ne sont pas imposées par une loi, mais par des pratiques. On a donc ici une institution de gouvernance qui fonctionne vraiment. Enfin, la dernière caractéristique de l'APAC, c'est des règles et des pratiques de la communauté qui mènent ces règles-là et ces pratiques de la communauté mènent directement à la conservation de la nature, c'est-à-dire également la conservation de la culture. En fait, on a donc une préservation des ressources naturelles, une utilisation durable de ces ressources, et également on peut avoir une restauration des tendances positives, des modes de vie durables, et à la fin on atteint donc le bien-être de la communauté. Juste pour résumer encore une petite fois les trois caractéristiques des APAC, et après je pense que je pourrais redonner la parole à Christian qui semble être de retour. On voit qu'il y a un lien vraiment fort entre une communauté et son territoire. Donc c'est la première caractéristique, que ce territoire soit terrestre ou marin. La seconde caractéristique, c'est que la communauté est capable de faire respecter des règles sur son territoire. Elle a donc une institution de gouvernance. Et la troisième
caractéristique, c'est que ces règles maintiennent le territoire en bon état pour la nature et aussi pour la communauté en tant que telle. Christian, je vois que tu es de retour. Est-ce que tu veux continuer? Oui, je vais essayer si ça veut marcher. Et puis si ça redéconnecte, eh bien, tu continueras toi-même alors parce que sinon ça va prendre trop de temps. D'accord. Ok, on essaie une Ok. dernière fois. Donc Là, ton j'essaye encore partage une d'écran. fois de reprendre à ce niveau-là. Ah, mais si tu veux, tu sais quoi, c'est moi qui vais partager mon écran. Comme ça peut peut-être Ah mieux oui. marcher. Ok, donc j'arrête mon partage et je te le rends. Ok, Et ouais, voilà. Hop. bonne idée. Donc oui, nous étions à la mission du consortium. On était exactement à cette diapo-là. La mission du consortium, c'est de promouvoir la reconnaissance et le soutien approprié aux aires, aux APAC, au niveau locaux, enfin local, national et international. Donc ce terme de reconnaissance est pour moi le principal, reconnaissance légale surtout. Donc reconnaissance et soutien, bien sûr, le soutien vient après, approprié aux APAC, qui c'est crucial pour accomplir la mission. Donc, ce webinaire va vous donner un aperçu de ce qui se passe dans le droit, au niveau du droit international. On va parler du droit international, pas des droits nationaux ou régionaux. Alors, comment est-ce qu'on comprend ce droit international? Ça peut aider de se rappeler 3 points clés sur comment. Bon, alors comme on n'arrive plus à écouter Christian, je vais continuer. Donc, le droit est considéré comme un écosystème, c'est-à-dire qu'il est à plusieurs niveaux. On peut voir une APAC en 3 dimensions. On peut visualiser cette APAC en 3 dimensions, des niveaux qui s'interconnectent. Par exemple, la rivière est liée aux espaces agricoles. Ce sont différents plans sur lesquels s'exercent des sortes de lois, de droits différents. Ça, c'est le plan horizontal. Sur ce plan-là, nous avons différents types de droits qui sont interconnectés. Puisque nous visualisions cette APAC en 3 dimensions, on peut également voir le plan vertical, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement le droit qui s'attache à un élément de l'APAC, c'est-à-dire une rivière, un terrain agricole, un terrain habitable, disons, mais également il y a différents niveaux de loi, les lois nationales, les lois régionales, les lois internationales. C'est ainsi que nous sommes à plusieurs niveaux d'un point de vue horizontal, mais également d'un point de vue vertical. C'est quelque chose de complexe et d'interconnecté, d'entremêlé. C'est également quelque chose de dynamique. Il faut savoir que les lois, ce sont des choses qui évoluent, qui changent, qui peuvent être modifiées. Et si c'est fait avec délicatesse, soin et avec de bonnes intentions, ça vaut le coup. Et donc, c'est important de connaître ce phénomène-là. Christian, puisque je vois que tu es là, ce que je propose, c'est que je fais la présentation et si j'oublie des choses, tu complètes? Voilà, je vais juste compléter sur la diapo d'avant, justement. On doit se souvenir que le système légal est dynamique, ce n'est pas figé. Voilà. Et donc, c'est pas statique. Le droit et les institutions changent régulièrement et ça veut dire qu'ils peuvent être changés avec si on met une pression, si on est motivé, si on donne des explications claires et qu'on justifie les choses, on peut changer les lois, on peut faire évoluer les règles internationales, bien sûr. Donc ça, c'est important. C'est quelque chose d'important à comprendre, enfin à retenir, à savoir, c'est qu'on peut changer des lois, même internationales, en poussant. Emma, vas-y. Je peux peut-être te laisser continuer sur cette partie en particulier. Ouais. Alors, le droit fragmente des systèmes connectés. Comme nous venons de le voir, en fait, beaucoup de droits différents s'imposent sur différentes parties d'une APAC. Chaque loi se concentre sur un composant spécifique isolé des autres. Par exemple, les lois forestières sont généralement séparées de la vie sauvage et du droit de la biodiversité, par exemple, séparées du droit aussi sur les ressources en eau ou séparées aussi du droit agricole. Bien que tous ces éléments soient liés en réalité sur le terrain.
Alors, en plus, chaque loi est mise en œuvre par une institution spécifique qui travaille souvent en vase clos un peu. Et donc, tout ça fait qu'il y a des séparations qui se constituent, alors que sur le terrain, ça travaille ensemble. Donc, ces lois et institutions fragmentent les APAC, en fait. Elles cherchent à les fragmenter, en fait. Elles cherchent à donner des droits différents, forêt, eau, terre, par exemple. Et pas seulement les APAC, mais aussi les paysages terrestres et marins, hein, les milieux naturels généraux, alors qu'en fait, elles sont interconnectées en réalité. Donc ça, c'est un problème qu'il faut bien avoir en tête. La suivante. Donc, la loi est souvent en contradiction avec les visions communautaires du monde. Et oui, parce que pour les communautés, la question de la fragmentation légale, c'est quelque chose d'un peu absurde, c'est pas très logique. Dans la plupart des visions autochtones du monde, tout est interconnecté, pas séparé, mais tout est interconnecté, et pas seulement physiquement, mais aussi culturellement et spirituellement. Or, les lois, elles segmentent, elles fragmentent. Donc, il y a une question de compréhension là qui est un peu compliquée à avoir. Un exemple de comment le droit se fait par les gouvernements et les États, euh, qui est appelé aussi le droit positif, et qui rentre en conflit avec les visions du monde et les droits coutumiers des peuples autochtones et des communautés locales. Les lois positives priorisent généralement les droits des individus et donnent une fondation pour l'économie de marché basée sur le profit. Et ça, cela met en place des conflits, en fait. Il y a des conflits qui se créent. Donc, je vais prendre le relais puisque Christian s'est encore déconnecté. Donc, maintenant que nous avons parlé de toute cette base de ce paysage, on va dire, des APAC au niveau international et de la façon dont on peut les approcher, on va à présent parler de la reconnaissance en tant que telle des APAC dans le droit international. Donc, il y a deux façons prioritairement par laquelle on peut interpréter, on peut comprendre la façon dont les APAC sont reconnus dans les politiques internationales, notamment dans le domaine de la conservation et le droit de la biodiversité. Et nous verrons qu'ils ne sont pas uniquement reconnus de cette façon-là. Dans ce qui est de la politique de conservation, les congrès mondiaux des parcs et les congrès mondiaux de la nature de l'UICN sont des moments clés dans la reconnaissance des APAC, parce que c'est en 2003, au congrès mondial des parcs de Durban de l'UICN, que l'on a assisté à la première reconnaissance des APAC dans la politique internationale. C'était donc un premier pas. Les APAC sont donc placés dans ce qu'on a appelé, ce que beaucoup appellent le nouveau paradigme des aires protégées. Sur la gouvernance, elle s'est concentrée sur la diversité de la gouvernance, c'est-à-dire que les APAC sont reconnus comme un type de gouvernance des aires protégées dans le monde. C'est une énorme avancée, notamment parce que l'UICN a un rôle, c'est un des premiers organes qui donne des politiques, donc pas de la législation, hein, pas du droit, mais des orientations politiques à la conservation de la nature. Il y a des congrès mondiaux des parcs tous les 10 ans et des congrès mondiaux de la nature tous les 2 ans. Tous les 4 ans, pardon, tous les 4 ans. Qui permettent donc de discuter ces politiques. Cette reconnaissance des APAC est donc absolument fondamentale en fait. Depuis 2003, donc depuis le congrès mondial des parcs de Durban, les APAC sont reconnus dans chaque congrès mondial de la nature, également dans le dernier congrès mondial des parcs qui était à Sydney en 2014. De l'autre côté, en termes de législation, de droit, le droit de la biodiversité, de la Convention de l'ONU sur la diversité biologique,
a vécu des moments cruciaux donc, liés aux APAC. Donc, la CDB, c'est la Convention sur la diversité biologique de l'ONU. Il y a donc les partis qui sont des gouvernements qui se réunissent tous les 2 ans pour discuter de ce qu'est cette Convention sur la diversité biologique. Il s'agit donc d'une loi à laquelle chacun de ces gouvernements a décidé d'adhérer. Ils ont décidé de eux-mêmes être liés à cette loi et donc de s'obliger à suivre cette loi. En 2004, on a donc assisté à la première reconnaissance des APAC dans la législation internationale, donc pas la politique internationale, sinon la législation. Elles sont à présent reconnues dans plusieurs décisions de COP depuis lors sur différents sujets de la Convention. Et notamment, revenir un petit peu en arrière, notamment en 2016, lors de la COP de Cancun, on a explicitement demandé aux parties de reconnaître les APAC sur leur territoire, car on le voit comme une façon d'atteindre les objectifs d'Aichi, donc tous les objectifs de la Convention sur la diversité biologique de façon prépondérante. Ensuite, donc, il y a énormément d'opportunités qui s'ouvrent à nous, finalement, aux APAC, sont les rapports nationaux des parties, donc des parties de la Convention sur la diversité biologique. Ils doivent être donnés en décembre 2018, donc cette année. Et enfin, chacun de ces partis tous ensemble plutôt, vont devoir définir les objectifs post-2020, le cadre post-2020 sur la biodiversité. Donc, puisqu'on sait que les APAC sont reconnus dans la COP en général, par la COP en général, par la Convention en général, on peut penser que pour ce cadre post-2020, nous aurons plusieurs opportunités à saisir. Ouais. On m'entend, Emma, tu m'entends? Ouais. C'est-à-dire que pour compléter ça, on pourrait penser dans le futur, quoi, de pousser pour un objectif spécifique. Malheureusement, on n'entend plus Christian, mais j'imagine qu'il voulait dire un objectif spécifique définissant la reconnaissance des APAC. Il faut savoir que la reconnaissance du territoire ne se joue pas, des APAC, pardon, ne se joue pas uniquement dans le cadre de la conservation de la nature, mais également des droits de l'homme. Donc, je vais vous lire cette citation qui a été prononcée par John Knox, qui est rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme. Nous sommes en route vers la 6e grande extinction mondiale de l'histoire de la planète et les États n'arrivent toujours pas à arrêter les principales causes de perte de biodiversité, c'est-à-dire la destruction d'habitats, le braconnage, le changement climatique. Ce qui est moins compris, c'est que la perte de la biodiversité empêche de jouir de plusieurs droits humains, y compris le droit à la vie, à la santé, à l'alimentation et à l'eau. Alors que la perte de la biodiversité affecte tout le monde, les plus affectés sont ceux qui dépendent le plus étroitement de la nature dans leur vie culturelle et matérielle. La diversité biologique et les droits humains sont liés les uns aux autres et interdépendants. Tous deux doivent fonctionner ensemble. Et ainsi, c'est là qu'on touche au cœur du sujet des APAC, protéger les droits des peuples autochtones et d'autres peuples qui dépendent directement des écosystèmes naturels n'est pas seulement une exigence de droits humains, c'est souvent la meilleure façon de protéger la biodiversité. Donc ces éléments-là sont absolument interconnectés. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est donc le professeur John Knox, qui est rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits humains et l'environnement, qui le prononce et qui le souligne. Et ça, Oui. si je peux ajouter, c'est un point vraiment important, c'est que c'est des mots très très forts qui sont dits et qui sont écrits dans des documents internationaux. Et moi, je suis confronté sur le terrain à faire des rapports pour mes missions. Et quand je dis ça, les gens disent, mais
il faut pas dire ça, c'est trop fort. On critique les États, on critique les ministères, on dit qu'il n'y a pas assez de liens, qu'on donne pas assez de droits aux peuples autochtones. Quand j'écris un peu les mêmes choses dans des rapports tout simples de locaux et de missions, les gens pensent que non, 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 il faut pas aller si vite. Or, le niveau international est bien avancé. S'appuyer sur ça. Allô? Merci. Ah oui. Oui, on t'entend. Peut-être que je peux te laisser continuer. A priori, ça fonctionne. Ça fonctionne, oui, plus ou moins. Coupe, ça, ça coupe régulièrement, mais je vois que tu prends la suite, donc c'est très bien. Donc, Ouais. ça nous emmène au système international des droits humains. Donc, les APAC sont reconnus explicitement dans les rapports de deux rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Donc, le premier, c'est Knox, on en a parlé. Tu peux passer à la diapo d'après. Dans son rapport sur les droits de l'homme et la biodiversité, le rapporteur spécial inclut les APAC dans deux recommandations. Il recommande que les États soutiennent les efforts des peuples autochtones et des communautés locales pour protéger la biodiversité, y compris à travers les APAC. Et il recommande, ça c'est important, il recommande aux entreprises de respecter les droits de l'homme dans leurs actions liées à la biodiversité, y compris en ne recherchant pas et en n'exploitant pas non plus de concessions dans les zones protégées ou les APAC. Donc ça, c'est assez fort comme décision, comme message. S'appuyant donc sur le travail du professeur Knox en tant que rapporteur spécial, le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, vient de lancer une initiative sur les droits environnementaux et une nouvelle politique sur les défenseurs de l'environnement, ceux qui font du plaidoyer et qui souvent se retrouvent en prison. Et ça, c'est une opportunité de collaboration importante pour soutenir les APAC. Alors, la diapo d'après, c'est une vidéo qui est seulement en anglais, donc on ne va pas la lancer. En plus, avec les questions de connexion, peut-être ça marcherait pas bien. Mais de toute façon, elle n'existe qu'en anglais, donc on va sauter cette vidéo. Vous avez le lien qui est écrit sur la diapo. Oui, et Donc, on vous l'écrira dans la boîte de conversation également. voilà, vous pourrez aller le voir quand même pour le voir. Et le deuxième rapporteur, c'est Victoria Tolly-Corpuz. Donc, Désolée, cette diapositive est un peu coupée, mais c'est pas grave. En haut, il y a écrit Système des droits humains. La rapporteuse donc spéciale de l'ONU pour les droits des peuples autochtones, c'est Victoria Tauly-Corpuz, qui est d'ailleurs en ce moment même à l'ONU pour la révision de le forum permanent sur les questions autochtones. Donc, son rapport de 2007 porte sur les impacts des mesures de conservation sur les droits des peuples autochtones et il critique également le déplacement des peuples autochtones au nom de la conservation. Son rapport, tout comme celui de John Knox, reconnaît les APAC et les problèmes qui sont liés aux APAC, les problèmes qui sévissent dans les APAC. Elle prépare en ce moment même un rapport sur la criminalisation des peuples autochtones. Donc, il y a plusieurs choses dont il est important de se souvenir. C'est que beaucoup d'autres domaines du droit international soutiennent les APAC sans y faire explicitement référence. En tout cas, pas encore, même si ça devrait arriver, on y travaille, mais pas exactement encore. On rappelle aussi que les APAC, c'est une façon, c'est un terme qu'on utilise pour arriver à se comprendre à l'échelle internationale, mais qu'il y a effectivement à travers le monde énormément de noms différents, les territoires de vie, les Kanaks, il y en a énormément à travers le monde, mais en tout cas, si dans le droit international, on ne mentionne pas le mot APAC, ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas. Et pour vous donner un exemple, la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones est un autre exemple. Les traités et les organes conventionnels des droits humains de l'ONU et les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU sur les défenseurs des droits humains
les défenseurs également des droits environnementaux, la jurisprudence des juridictions régionales des droits de l'homme, les objectifs de développement durable de l'ONU, les lignes directrices de la FAO sur la possession des terres, sur la tenure des terres et la sécurité alimentaire, ainsi que les négociations actuelles sur la déclaration des droits des paysans. Donc il y en a. Ok. Je peux compléter en disant que donc, quand on parle de reconnaissance et de soutien internationaux, on devrait considérer toute la gamme de lois des politiques internationales relatives aux droits de l'homme et de l'environnement, pas seulement les instruments internationaux qui mentionnent les APAC en tant que tels. Au cours des dernières années, en fait, le consortium APAC a beaucoup travaillé sur ça, de plus en plus, de façon croissante, dans ces différents processus internationaux pour promouvoir les APAC, pour insérer des notions APAC dans ces textes. Et bon, on espère que dans les années qui viennent, on verra plus de progrès dans la reconnaissance elle-même. On a fait tout un travail d'information et, disons, de prise en compte des APAC dans les textes, mais maintenant, il faut faire un travail de reconnaissance des APAC en droit international. Je crois que malgré les difficultés de connexion, et on a quand même réussi un peu à expliquer les choses importantes du niveau international. Là, je vais vite fait vous emmener voir le site internet du consortium pour vous montrer exactement où trouver cette information, même lorsque nous aurons fini ce webinaire. Voilà. Donc là, on est sur la page principale du consortium. Et vous pouvez le voir, donc j'ai déjà répété dans les autres webinaires, je suis désolée pour ceux qui étaient là avant, mais de ce côté-là, nous avons on se concentre spécialement sur ce que sont les APAC. Donc, je vais le mettre en français, comme vous pouvez le voir ici, on peut changer la langue. Ici, donc, à gauche, nous avons la partie qui porte surtout sur les APAC et à droite, cette partie qui porte sur le consortium. Donc, cette espèce de on s'auto-appelle une organisation mouvement. C'est un mouvement de plusieurs APAC qui se sont liés ensemble pour aboutir à une organisation. De la partie de gauche, la partie verte, celle des APAC, vous avez cette partie qui dit « Lisez et regardez », dans lesquelles on détaille des revues et des exemples locaux et nationaux, des exemples régionaux, et enfin, c'est cette partie qui nous intéresse, les APAC dans la politique internationale. Donc ici, vous avez plusieurs entrées qui sont synthétisées dans cette case, synthèse. Et donc là, je suis désolée, elle n'a pas encore été traduite en français, mais on est en train de le faire. Vous avez plusieurs entrées. La politique internationale liée à la gouvernance pour la conservation de la nature, la politique internationale qui est liée au droit sur la biodiversité et les politiques de conservation. Puisque maintenant se déroule le forum permanent sur les droits des populations autochtones. Là, on a les droits des populations autochtones et les droits humains. Donc, je vous invite à aller visiter. Vous avez énormément de ressources. Les mécanismes, les rapports internationaux clés sont détaillés ici. Par exemple, le rapport des Nations Unies sur les droits des enfants et la protection environnementale, ce genre de choses-là, tous les événements et les actions auxquelles nous participons comme consortium, ici sont nos rapports, des ressources clés sur les APAC à l'échelle internationale, ici, et d'autres ressources liées, donc pas forcément créées par le consortium, mais en tout cas liées à liées au consortium, à des partenaires, etc. Ici, vous avez des flèches qui vous permettent d'aller à d'autres pages. Voilà, juste pour que vous vous appropriez, vous également, ces outils-là. Et pour en savoir un petit peu plus sur les APAC et sur le consortium APAC, n'hésitez pas à consulter notre site internet ou bien à nous écrire. Toutes les informations se trouvent dans la description de la vidéo ci-dessous. Merci.